nous allons terminer avec une dernière communication par Éric Mirallier sur une des conséquences de la chirurgie thyroïdienne qui préoccupe beaucoup les patients, donc les modifications éventuelles de la voix, et donc comment évaluer ces modifications après une chirurgie thyroïdienne. Je remercie l'Académie de chirurgie de me donner l'opportunité de présenter ce travail sur l'évolution, sur la qualité de la voix après thyroïdectomie totale. Alors classiquement, vous savez que les complications de la chirurgie thyroïdienne sont dominées par l'hypoparathyroïdie transitoire la plupart du temps et les paralysies récurrentielles. Et globalement, l'image, c'est j'ai pas de paralysie récurrentielle, mon patient aura une voix normale. J'ai une paralysie récurrentielle, mon patient sera dysphonique. Finalement, c'est un petit peu plus compliqué que ça. D'abord parce que certains patients à paralysie récurrentielle ont une voix sensiblement normale, et puis que de nombreux patients sans paralysie récurrentielle ont une gêne vocale qui est très variable, dont les explications peuvent être en fonction de la littérature. C'est-à-dire plus il y a d'items évoqués, moins on en connaît la vraie cause, la douleur, l'édème, les traumatismes musculaires des muscles pré-thyroïdiens, les lésions de la branche externe du nerf laryngé supérieur, des modifications de vascularisation, de drainage lymphatique ou de réaction, ou de réaction psychogène post-opératoire. Enfin, en gros, on n'en sait rien. Mais ces symptômes sont rapportés dans 25 à 87% des cas dans la littérature, leur fréquence dépendant évidemment des populations de patients étudiés et puis du délai auquel on évalue les patients par rapport à l'intervention, bien évidemment. Donc l'objectif de ce travail, c'était d'évaluer les troubles de la voix en se focalisant sur les patients qui n'ont pas de paralysie récurrentielle. Décrire des troubles de la voix chez la paralysie récurrentielle, on va enfoncer des portes ouvertes. Mon idée initialement était en fait d'avoir une idée de la vraie prévalence des atteintes des laryngées supérieures, mais finalement, c'est peut-être pas exactement ça qu'on a décidé. Quoi qu'il en soit, on a donc étudié environ 200 patients opérés globalement de goitre banal, c'est-à-dire qu'on a évidemment, comme on évaluait d'autre part, mais ça n'est pas encore publié, la qualité de vie, on a exclu les cancers importants avec des grands curages ganglionnaires. Globalement, ont été inclus des patients majeurs, non allaitants, non enceintes, présentant de volumineux goitres, des maladies de vase d'eau, des goitres plongeants ou des petits cancers, en tout cas pas des cancers qui nécessitaient des grands curages et qui n'avaient pas d'atteinte clinique, en tout cas des cordes vocales en préopératoire. Alors vous avez ici le flowchart avec les 200 patients inclus, comme à chaque fois dans chaque étude, il nous manque des réponses au questionnaire, et puis ont été exclus de façon volontaire les 19 patients qui, sur les 200, ont fait une paralysie récurrentielle, qui a été complètement récupérée pour 18 d'entre eux, et la récupération n'a été que partielle pour le 19e. Les autres ont récupéré, mais en tout cas, ils n'avaient pas forcément récupéré au moment des questionnaires, donc ils ont été exclus, et on comprend en gros que les 180 patients, en perdant encore 19, puisqu'ils n'ont pas répondu au questionnaire. Ces patients ont été évalués avec le questionnaire VHI, qui est un auto-questionnaire de la qualité de la voix. Alors je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais c'est on m'entend difficilement à cause de ma voix, jamais, presque jamais, parfois, presque toujours. 30 questions de la sorte, 0 à 4 points. Plus on a de points, plus on est handicapé, plus on est gêné. Et puis ce score donc, qui est anglo-saxon mais validé en français, et à 3 sous-composantes, émotionnelles, physiques et émotionnelles. Ce que dit la littérature, c'est qu'une modification du score de 18 points pour un patient est considérée comme significative. Donc, chose importante, ça je l'ai dit, plus le score est élevé, plus votre voix est mauvaise. Classiquement, il faut les prendre dans l'autre sens, c'est comme ça qu'on les interprète. Alors, nos patients étudiés, c'est une population de goitres classiques, donc vous voyez 83% de femmes, essentiellement des goitres bénins et des maladies de vase d'eau, des thyroïdectomies totales associées donc 2,8% des cas uniquement un curage ganglionnaire, donc c'est vraiment la chirurgie du goitre simple, et les cancers étant d'ailleurs tous des cancers papillaires, donc pas des cancers qui sont de très bon pronostic. 2 hématomes post-opératoires, 1,4% en gros, on est dans la littérature. Les hypoparathyroïdies, 15% de transitoire, on est dans les chiffres habituels. Pour 1,7% de définitive, on est un peu moins de Dancati, mais on avait des données manquantes. Donc globalement, ce sont des chiffres qui sont observés dans toutes les littératures. Alors, le point précis et le résultat essentiel, c'est ça. C'est les résultats du score VHI en préopératoire, une moyenne de 7,
À 2 mois, une moyenne de 14, et à 6 mois, une moyenne de 7,6. C'est-à-dire qu'on altère de façon significative chez des patients qui ont un examen, c'était pas seulement un neuromonitoring ou un examen de la voix, un examen ORL systématique en post-opératoire, on note une augmentation significative de le score VHI à 2 mois, avec une diminution pour récupérer un score préopératoire à 6 mois. Il existe une différence significative entre préopératoire et 2 mois. Il existe une différence significative entre 2 mois et 6 mois, pas de différence entre préopératoire et 6 mois. Quand on regarde, je crois que c'est le chiffre suivant, c'est ça, les sous-groupes, je vous avais dit qu'il y avait 3 sous-échelles dans le score VHI, on observe en préopératoire 2 mois une différence dans chacun de ces 3 sous-groupes, et on observe une absence de différence entre préopératoire et 6 mois dans chacun des sous-groupes, et par contre une différence pour uniquement deux items des sous-groupes entre 2 mois et 6 mois. Mais globalement, le message restait le même, aggravation de la qualité de la voix 2 mois à examen ORL normal, je le rappelle, avec une récupération à 6 mois. Quand on prend les scores, on note, je vous ai dit, 18 points correspondent à une modification significative de la qualité de la voix. En préopératoire, on avait, par rapport au préopératoire, pardon, 20% des patients à 2 mois avaient une altération de leur voix, c'est-à-dire que leur score avait monté de plus de 18 points, tandis qu'ils étaient plus que 6% en gros à 6 mois. Donc on avait une récupération quand même à 6 mois. Mais 6% des patients gardaient des troubles de la voix, et ce qui est intéressant, c'est que les 9 de 6 mois n'étaient pas forcément gênés par les troubles de la voix à 2 mois. Alors vous avez essayé de trouver des facteurs de risque. Finalement, ni l'âge, ni le sexe, ni l'indice de masse corporelle, ni l'association à un curage ganglionnaire, mais il y en avait très peu, c'était que des curages centraux, donc on peut aisément comprendre que ça n'a pas d'impact, ni l'existence ou non d'une thyroïdie, ni le poids de la thyroïde, alors que dans la littérature c'est retrouvé dans certaines études, ni l'hypoparathyroïdie, dont on sait qu'elle peut donner des petits troubles de la voix, n'était significatif. Le seul qui approche, c'est l'existence d'un cancer avec un P à 0,06. Et globalement, on était un peu déçus, on n'a pas trouvé le facteur de risque. Alors peut-être qu'on manquait de malades. On était surtout étonné que le poids de la thyroïde n'impacte pas sur finalement ce qui doit être des adhérences post-opératoires des muscles lavables. Voilà, donc ce travail présente quand même quelques limites. D'abord, peut-être avons-nous évalué trop tard nos patients en les évaluant à 2 mois, que beaucoup avaient récupéré, parce que finalement, en reprenant après plus attentivement la littérature, on se rend compte que certaines études évaluaient dès 15 jours la qualité de voix des patients. Ceci dit, l'impact à 15 jours, pour moi, dans le cadre d'une activité personnelle ou professionnelle, il n'est pas si important qu'à 2 mois où normalement les gens ont fait leur travail. Par contre, il permettrait peut-être de leur proposer une rééducation orthophonique précoce. Nous n'avons pas évalué l'intérêt du neuromonitoring, et là je pense que c'est pas uniquement pour le nerf laryngé inférieur, mais c'est pour la branche externe du nerf laryngé supérieur, parce que Jean-Christophe Buffon m'avait dit qu'ils testaient toujours leur hypothyroïdien pour essayer de repérer la branche externe du laryngé. Depuis qu'il m'a dit ça, moi je le fais toujours, et il est clair qu'en faisant ça, on sauve quelques branches externes de laryngé supérieur, et peut-être qu'on n'arrivera encore à diminuer nos taux de troubles de la voix comme ça, à examiner cordes vocales normales. Et puis, c'est vrai qu'on n'avait pas d'évaluation préopératoire des cordes vocales. Globalement, les gens à voix strictement normale en préopératoire ont quand même, de façon vraiment exceptionnelle, une atteinte récurrentielle. En conclusion, ce travail, avec toutes ces imperfections, nous donne quand même des informations qui sont quand même assez simples sur les conséquences sur la voix. Donc, outre les pourcentages de paralysie récurrentielle qu'on peut donner, un chiffre qu'on peut donner, 5%, environ 3 à 5% de définitive, on peut dire que les patients ont en gros 20% de risque d'avoir des modifications de la voix ou de leur perception de la voix à 2 mois et qu'à 6 mois, seuls 6% sont encore atteints. Et peut-être qu'il faut faire cet examen, cet auto-questionnaire, pour proposer à ces patients une rééducation orthophonique. On a tendance naïvement à penser que la rééducation orthophonique s'adresse aux gens qui ont des paralysies récurrentielles, mais pour avoir une fille orthophoniste, elle me dit qu'on est complètement idiot de faire ça. Finalement, ces paralysies, on les améliore quasiment pas. Donc c'est peut-être ces troubles de la voix dus à des petites modifications de la motricité laryngée non liées à la laryngée inférieure qui peuvent être rééduquées pour diminuer ces troubles de la voix à long terme. Pour l'instant, on n'en sait rien. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, c'est une belle étude. Tout en que ça va nous permettre quand même d'avoir un discours assez rassurant avec nos patients, quoi. C'est-à-dire, finalement, bon, ils ont des troubles, mais qui récupèrent. Oui, la plupart récupèrent. Ce qui manque, ce serait avoir une vraie évaluation des atteintes du larynge supérieur, mais qui nécessite des examens. Enfin, on n'avait pas de financement. Mais le message est effectivement qu'il peut y avoir quand même 20% de troubles de la voix, qui sont quand même très personnes dépendantes. Avez-vous des questions sur... Ma question, c'est que vous, les chirurgiens thyroïdiens, donc maintenant, et là je rends hommage à un autre des maîtres de la maison ici, Jacques Régnier, s'intéresse à la branche externe du nerf laryngé supérieur, qui tend le cricoréthinien, si je me souviens bien. Et donc, est-ce qu'on peut mesurer la tension du cricoréthinien en post-opératoire? Est-ce qu'il y a des moyens de savoir si on l'a lésé ou pas sur un électromyogramme localisé du larynx? Oui, c'est ça. Jean-Christophe avait travaillé dessus, je crois, aux États-Unis, mais il faut faire un électromyogramme ou un examen oral particulier. C'est intéressant pour votre oui. La vibration des cordes vocales. Il faut une thromboscopie en fait, des cordes vocales et étudier la vibration interne de la corde vocale. Si vous êtes au thromboscope, vous avez une corde vocale qui bouge normalement, mais qui ne vibre pas, c'est que vous avez une atteinte du larynx. J'avais notion que c'était le problème des cantatrices. Exactement. Alors, ça a été découvert sur une cantatrice. Effectivement, ces lésions du larynx supérieur, elles peuvent être dépistées quand même par un examen ORL post-op immédiat. Parce que les gens sont gênés dans les voix élevées, ça nous rejoint ce que vous disiez, et ça c'est assez caractéristique. Donc, je pense qu'on peut le dépister déjà par ça, et éventuellement l'orthophonie peut aider effectivement à la récupération. Il n'y a pas de critères prédictifs pour dire si ça va récupérer ou pas, parce qu'on ne sait pas comment a été lésé le nerf. Mais effectivement, le diagnostic peut en être fait sans aller jusqu'à la stroboscopie. Mais quand les gens sont vraiment gênés dans les soins élevés, on peut dire qu'il y a une atteinte du nerf supérieur. Quand on les revoit en post-opératoire, on leur demande spécifiquement s'ils arrivent à crier ou à chanter. Effectivement, il y en a quand même un certain nombre qui disent qu'ils ont du mal à crier sur leur son. J'ai une petite question là, parce que sur les facteurs favorisants, bon, la série n'est pas énorme, donc les hématomes, on a l'impression quand même que ça leur donne des troubles de la voix. Enfin, quand il faut les réopérer, qu'ils ont des troubles de la voix sans paralysie référentielle, mais qu'ils sont quand même gênés. Et j'ai pas fait attention, mais entre hommes et femmes, est-ce qu'il y a eu une différence dans cette série? On n'avait pas de différence. Dans la littérature, c'est plus souvent les femmes. Mais depuis, on a continué cette étude Tircol et on a 800 patients qui, a priori, auront le questionnaire VHI. On n'a pas encore analysé les résultats. J'espère là trouver des facteurs. Si tu me permets, je pense qu'il faudrait une espèce d'étude complémentaire qui serait d'avoir l'étude de la voix à 8 jours en fonction aussi de l'intubation. Parce que je suis désolé de le dire, mais dans mon expérience, c'est complètement des sentiments, mais il y a anesthésiste et anesthésiste dans la façon d'intubation. Moi, j'adore quand la sonde rentre tout doucement, j'entends pas. Parce que je pense qu'après, moi, j'ai eu après chirurgie de la vésicule des problèmes de la voix. Donc, voilà. C'est un commentaire. Et mon dernier commentaire, c'est puisque la semaine dernière, il y a 15 jours, on a eu une séance virilité-fertilité. Et j'avais vu le RL de Foch, dont je cherche le nom, qui est membre à l'académie, notre ami Fraîche. Et je voudrais vous poser une question, parce que je n'ai jamais osé lui poser. Il s'occupait de la voix des transsexués. Et je voudrais vous poser une question, vous qui touchez les larynx et qui touchez la thyroïde, alors il me faudrait peut-être un ERL, c'est comment peut-on rendre la voix grave aiguë? Parce que il y avait des opérations qui se faisaient, je ne veux pas citer où et comment, mais voilà, et je savais que c'était la dernière phase de la transsexuation, qui était de changer la voix. Qui est-ce qui veut répondre ou qui a une idée? Personne? Alors, on fera une séance, monsieur. Je vous ai dit tout à l'heure que ma fille était orthophoniste et qu'elle critiquait les conduites de son père, mais elle a eu bon goût de passer son à l'école d'orthophonie de Marseille en même temps qu'un mémoire qui était justement sur ce que vous évoquez, la voix des transsexuels et comment on leur apprenait à effectivement changer de voix. En fait, les hommes, ils les entraînent à parler avec leur voix de tête, c'est pas les quoi. Par exemple, il n'y a rien de chirurgical. Il n'y avait rien de chirurgical. Mais si vous voulez que je me trouve le mémoire, je vous le ferai parvenir. Juste une question. Est-ce que tu n'as pas l'impression, alors c'est pas étudié là, que l'utilisation des nouvelles énergies
ligachos, ultracision, à augmenter le nombre d'atteintes du nerf, de la branche externe du nerf laryngé supérieur? Alors, à chaque fois que je teste le nerf laryngé supérieur, je pense à ça. Donc, depuis que tu m'as dit de tester comme ça. Autant je suis intimement convaincu qu'on n'augmente pas dans notre stick, enfin, par exemple, le pourcentage de paralysie récurrentielle avec les moyens d'hémostase, parce qu'on est très sensibilisé, on a très peur. Attention, ça dégage beaucoup de chaleur, que ce soit une ultracision ou le ligature. Donc on passe quand même très à distance du nerf récurrent. Et je suis convaincu que par contre, dans des côtes supérieures un peu difficiles, on fait moins attention. Et moi, je vous dis toujours aux internes de bien éloigner leur pince, ligature ou bipolaire ou n'importe quoi, ce l'ultracision qu'on utilise du larynx, et je suis intimement convaincu qu'on les expose plus. Et quand j'arrive à repérer avec le neuromonitoring de la branche externe, honnêtement, je mets des clips ou des fils quand je vois que je suis tout près de la moyenne d'hémostase qui dégage de la chair. Je ne sais pas si je diminue les complications. Je suis d'accord avec ta part. Écoutez, on va conclure sur cette séance qui était très intéressante. Vraiment, je remercie les orateurs pour la qualité de leurs interventions. Merci à Éric Mirallier de m'avoir aidé à construire ce programme.